Bonjour à tous, je suis Hélène Delien et je vais vous parler du design sprint. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent cette méthodologie-là d'innovation ou d'accélération de projet. Vous allez découvrir. J'espère que je vais réussir à garder le timing et je voudrais vous laisser au moins 5 ou 10 minutes pour des questions. Alors, mais je promets rien. Voilà, je compte sur vous pour me faire des petits signes si je vais pas assez vite. Alors, le design sprint, c'est quoi? La promesse, c'est une équipe pluridisciplinaire peut résoudre une problématique complexe en moins de 5 jours. C'est une belle promesse. Et avec ça, on est bien avancé. Alors, l'histoire, d'abord, vous allez mieux comprendre, l'histoire du design sprint, la genèse. JV, que vous voyez là, c'est en gros le fonds d'investissement du groupe Alphabet aux États-Unis qui accompagne des projets innovants, qu'ils soient internes comme externes au groupe Alphabet. Et il s'avère que, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, Google est vraiment voisin de l'université de Stanford. Et donc, du coup, ces Googlers-là, ces designers qui accompagnent des projets innovants, ont toujours utilisé la méthodologie du design thinking pour accélérer, justement, les projets innovants. Sauf que, parce que le fief du design thinking, c'est la D-School de Stanford, pardon. Et sauf qu'ils ont dit, c'est très bien, ça marche bien parce que c'est itératif, c'est centré utilisateur, on mise sur l'intelligence collective, parfait, mais le problème, c'est que ça reste à l'état d'hypothèse de solution, et non pas, ce n'est pas encore une solution innovante, tant qu'il n'y a pas eu de confrontation auprès des utilisateurs finaux. Donc, il s'agit d'accélérer ce temps-là pour éviter tout gaspillage. C'est vraiment dans une démarche lean, en fait. Et donc, ils ont dit, on va prendre ce qu'on estime de plus efficace dans le design thinking, on va l'enrichir de lean et d'agile, et on va structurer et agencer le tout pour que, en 5 étapes, une étape égale une journée, donc en 5 journées maximum, on puisse réussir à confronter une hypothèse de solution qu'une équipe, du coup, pluridisciplinaire a co-construite, la confronter auprès d'utilisateurs finaux et avoir justement ces fameux retours, ces feedbacks d'utilisateurs, et donc avoir un go-no-go enrichi de ces retours-là. Et il s'avère que comme pendant quelques années, j'ai eu la chance de faire partie du réseau international des experts de Google en produits, marketing et UX, du coup, j'ai eu cette opportunité d'être formé et certifié à la méthodologie Design Sprint dès le départ, avant le lancement officiel public, puisqu'il y a eu un livre qui s'appelle Sprint, tout simplement, en 2016, je crois. Et donc, on déploie la méthodologie Design Sprint depuis quelques années. Et donc, effectivement, vous avez 3 grandes familles de méthodes collaboratives. Il y a toute la sphère du Lean et ses déclinaisons, toute la sphère de l'Agile et ses déclinaisons, et toute la sphère donc, du Design Thinking et ses déclinaisons. Et donc, le Design Sprint est le parfait mélange de tout ça. Et on est vraiment dans une démarche d'accélération du temps de co-conception pour valider une hypothèse de solution. Alors, je vais commencer, avant de vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne, je vais commencer par vous dire ce que ça n'est pas, le design sprint. Le design sprint ne remplace pas de l'UX design. Le design sprint n'est pas donc réservé à des UX designers. Il peut être un sprint master, celui qui anime une équipe avec la méthodologie design sprint, peut être UX designer, peut être marketeur, peut être stratège, peut être communicant, peu importe. Mais ce n'est pas de l'UX design. Ce n'est pas réservé non plus à de la conception d'interface ou à un projet IT. On peut utiliser la méthodologie Design Sprint pour n'importe quel type de problématique complexe. Et on va revenir après, évidemment, sur qu'est-ce qu'une problématique complexe. Évidemment, ça ne se substitue pas aux méthodes de gestion de projet, ça c'est sûr, et ce n'est pas un atelier d'idéation. On a été un petit peu galvaudé pendant des années avec oui, ce qui est bien pour la créativité, c'est faire une journée d'idéation. Et après, il ne se passe rien, en fait. Ces super idées qui ont émergé dans les bons esprits de hackathons internes et autres dispositifs en tout genre, en fait, ça donne rarement des beaux projets. Et surtout, on oublie dans ces cas-là la problématique. On est directement dans la solution. Et c'est là qu'en général, on va dans le mur. Donc un design sprint, ça sert d'abord, avant tout, à cadrer, spécifier un projet complexe avant le déploiement. Donc ça se marie très bien après, derrière, avec de l'itération en ligne startup par exemple, et un déploiement en agile. Ça sert évidemment
à accélérer un projet qui rencontre de grosses difficultés. Ce projet-là, en général, ce sont des projets qui sont structurants et qui se déploient sur plusieurs mois. Et à imaginer et tester des solutions nouvelles, évidemment, toujours, je reviens à la problématique complexe. Et les Sprint Masters, celui qui anime, alors en règle générale, on ne s'auto-sprinte pas. Hein. Une équipe ne peut pas faire ça tout seul comme un grand, ça ne marche pas. Il vous faut un élément extérieur, ça peut être quelqu'un de l'interne, mais pas de l'équipe. Et puis, évidemment, il y a les Sprint Masters métiers comme moi ou comme Laura qui est devant. Et le rôle est central parce qu'en fait, quand on est Sprint Master, à la fois on est facilitateur d'une méthode, à la fois on va faire beaucoup de coaching de groupe, beaucoup, parce que quand on parle de problématiques complexes, en règle générale, les équipes ont déjà travaillé, réfléchi et testé beaucoup de choses, donc ce sont en général un petit peu usés sur ce genre de problématiques. Et on apporte aussi beaucoup de conseils. Donc on fait beaucoup de consultants, le rôle de consultant. Donc c'est un parfait mélange en fait. Sprint Master, c'est coach, consultant, facilitateur. Alors une problématique complexe, c'est quoi, à votre avis? Une problématique complexe, c'est si vous posez la question à 4 experts différents, vous allez avoir peut-être 4 réponses possibles, différentes, et a priori, beaucoup de chances que vous repartiez plutôt avec une 50aine de questions. Donc vous êtes arrivé avec votre problématique complexe, et vous repartez avec des questions, et vous n'avez pas les réponses. Là, vous êtes sûr que la problématique est complexe, parce qu'elle couvre plusieurs champs, plusieurs thématiques. Elle a des conséquences qui sont rarement, évidemment, identifiables. Ça se travaille. Donc, une problématique complexe, en fait, dans nos organisations managériales, on en rencontre, mine de rien, beaucoup. Je vous donne juste quelques exemples. On est parti sur une problématique, comment accélérer son rythme d'innovation pour mieux répondre aux changements de comportement des utilisateurs. C'est une problématique que la plupart des entreprises rencontrent. On parlera des livrables après. Une problématique de strat, comment s'appuyer sur nos partenaires pour développer notre force commerciale. Et une problématique d'orga, comment améliorer la collaboration et les méthodes de travail entre les directions métiers et les filiales. Pareil, vous voyez, c'est complexe. Il n'y a pas une réponse. Vous en avez plein des réponses possibles. Alors, la grande particularité du design sprint par rapport aux autres méthodes, la première particularité, c'est ce qu'on appelle le travailler seul ensemble. Alors, le travailler seul ensemble, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je vous assure que c'est remarquablement efficace. Et je vous invite, d'ailleurs, sans parler de design sprint, à essayer de mettre ça en place dans des réunions. Qu'est-ce qui se passe en règle générale quand vous travaillez en équipe? Vous faites une réunion, il y en a toujours un qui va avoir le lead, puis un autre qui aimerait bien l'avoir, mais il n'est pas tout à fait d'accord avec le premier. Le troisième, il attend que ça se passe, il attend que la décision soit prise, puis après, lui, il déroule. Le quatrième, il pose des questions tout le temps, parce qu'il aime bien comprendre. Le cinquième, etc., etc. Il n'y a pas d'intelligence collective qui se crée. On n'a pas. Quand on utilise le travailler seul ensemble, en fait, le principe pour créer de l'intelligence collective, c'est que tout le monde produit individuellement, en même temps, avec la même consigne, et on met en commun. Et de cette mise en commun, on est capable de mieux produire individuellement. Et on remet en commun. Et on fait cette espèce de yo-yo en permanence, ce qui permet à la fois de créer l'intelligence collective et surtout, en fait, d'être dans une sorte de dynamique de consensus. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de débat dans un design sprint. Et donc, vous avez en permanence ce principe de travailler seul ensemble. Alors, ça peut être très déstabilisant. La première fois, ou les premières fois, quand j'ai eu des différences de niveau hiérarchique, en fait, dans les équipes, j'ai essayé de rassurer les collaborateurs qui n'étaient pas au plus haut de la hiérarchie en disant, mais voilà, rassurez-vous, il n'y a aucun problème. De toute façon, on anonymise au maximum les productions individuelles. Donc, vous n'ayez pas peur de proposer quelque chose de différent que votre manager ou big boss de la boîte. Et en fait, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai bien vu qu'eux étaient plutôt à l'aise avec l'exercice. En revanche, j'ai vite compris qu'il fallait rassurer ceux qui étaient en haut de la hiérarchie. Parce qu'ils se disent, mais zut, je risque peut-être de moins bien produire individuellement que ceux qui sont en dessous de moi dans la hiérarchie. Et donc, je vais perdre ma légitimité. Bon, évidemment, ce n'est pas le sujet, puisque c'est toute production individuelle qui apporte au groupe. Donc, il n'y a pas de qualité plus ou moins importante à cette production. Mais voilà. Donc, le travail seul ensemble, il est remarquablement efficace. On passe du temps pour en gagner. Ça aussi, ça peut paraître tout bête. Je vous assure qu'en France, quand on dit « Alors, il me faudrait une équipe bloquée pendant 5 jours. » Ah, mais ils n'ont pas le temps. Ah, oui. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'innover.
Ils n'ont pas le temps de gagner 6 mois de projets inutiles. Ils n'ont pas le temps, effectivement, de passer des heures en réunion qui ne servent à rien et qui ne donneront jamais aucune décision importante. Donc, on va peut-être essayer de libérer 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps derrière. Donc, il faut passer du temps pour en gagner. C'est à la fois directif et souple. Pour ceux qui seraient intéressés par la méthode et qui aimeraient lire le livre, qui est parfaitement étayé de plein d'exemples et d'anecdotes, vous allez voir qu'en fait, on a l'impression que c'est très cadencé pendant une journée, et ça l'est, sauf que ça l'est à 60-70% d'une journée. C'est pas que les journées sont petites, hein, c'est que le Sprint Master, en fonction des points de difficulté rencontrés par l'équipe au fur et à mesure, va aller chercher justement d'autres exercices, d'autres méthodes, d'autres postures et beaucoup de coaching pour déblayer un peu tout ça. Donc c'est une méthode qui est à la fois directive et en même temps extrêmement souple. Je vous parlais d'une équipe pluridisciplinaire. Alors, dans le pluridisciplinaire, il faudrait quand même qu'on accole à chaque fois motivé. C'est pas anodin. Alors, il nous faut 7 personnes. Ça a été théorisé, conceptualisé. 7 personnes, c'est tout simplement le meilleur chiffre à partir du moment où les profils sont pluridisciplinaires, j'insiste là-dessus, donc différents. On les choisit en fonction de la problématique, évidemment, et ce sont bien des profils, ce n'est pas uniquement des représentations de différents services de la boîte. Il faut qu'il y ait des hommes, des femmes, des âges différents, des formations différentes, des expériences différentes, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Donc, pluridisciplinaire, c'est vraiment fondamental. Motiver, c'est fondamental. Si vous avez besoin de quelqu'un du commerce, par exemple, ou du marketing, vous n'allez pas chercher Régis, qui est dispo en ce moment. Hein. Vous allez prendre Régis parce qu'il est particulièrement bon, particulièrement motivé pas que pour résoudre la problématique. Il est motivé pour participer à de l'intelligence collective. Donc le Régis en question, qui peut être bon, qui peut être disponible, s'il vous dit « Ah ouais, alors moi, ça fait 10 ans que je suis sûr que c'est ça qu'il faut faire pour résoudre ce problème. » Eh bien, il n'est peut-être pas si évident que ça qu'il soit prêt pour l'intelligence collective. Parce qu'un des fondamentaux, c'est qu'effectivement, il faut être capable de remettre en question en permanence tout ce qu'on pense être acquis. Et là, ce n'est pas donné à tout le monde, je vous assure. Il n'y a pas de hiérarchie, il y a un décideur. Alors là aussi, ça s'explique un petit peu. En fait, quand on anime une équipe en design sprint, ce qui fait défaut dans tous nos quotidiens professionnels la plupart du temps, c'est que le brief, le périmètre, est rarement vraiment bien défini. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Soit on doit attendre qu'un chef, un sponsor, un boss, un je ne sais quoi, valide et donc dise go, no go à la place du client. Et donc lui, il va vous dire « Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire, non. Ah, ce projet-là, c'est pas la bonne orientation. » Ah bon ? Donc vous avez perdu du temps. Et c'est extrêmement frustrant pour l'équipe. Et donc là, on prépare le design sprint alors c'est moi qui m'en occupe en général, et on va bien titiller, on va construire le périmètre. Pourquoi on le construit ? Parce que derrière, il faut que l'équipe sprintée pendant ces 5 journées, elle est capable d'être autonome dans les décisions qu'elles sont prises tant que ça reste dans le périmètre. Il n'est pas question d'avoir quelqu'un qui va vous dire après coup « Ah non, ça on l'a déjà fait, en fait ça ne marche pas. » Voilà. Ou « Non, ça je n'y crois pas. » Peu importe. Donc le périmètre est bien défini et du coup, on fait en sorte qu'il y ait une personne dans l'équipe, le décideur, qui est nommé en amont, de façon tout à fait transparente. Et lui, il est garant que les décisions prises par l'équipe correspondent bien au périmètre qui est défini en amont. Tout simplement. Et donc l'équipe devient autonome. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Si on a respecté tout ça, eh bien, on n'a jamais à la fin le « Ah, c'était super, c'est Martine qui a eu une super idée et du coup, elle a été validée par les clients. » Non. Comme c'est de la co-conception et qu'on est vraiment dans une démarche d'intelligence collective, on est tous responsables. Et donc, je n'ai jamais entendu une équipe dire « C'était super parce que c'est l'idée de machin ou machin. » Ça n'existe pas. Et c'est bien cette confrontation, cette porosité, ces yo-yo en permanence fournis, c'est de la matière que chaque individu de l'équipe fournit, qui crée ensemble la solution. Et donc, on est tous responsables du succès et de l'échec. Évidemment, c'est dans une démarche itérative, donc de test and learn. Hein, j'essaie, j'apprends en permanence. Et donc, avec ça, déjà, vous avez un changement radical et un engagement des collaborateurs, je vous assure, qui est juste magique. C'est concret. Je vais vous expliquer juste pourquoi rapidement.
les étapes... Hop, pardon, je reviens ici. Voilà. Les étapes que vous voyez là, la première étape, c'est l'étape de compréhension. La deuxième étape, c'est la fin de la première étape, pardon, on redéfinit la problématique. La deuxième, c'est l'idéation. La troisième, c'est la décision. On choisit quelle hypothèse de solution on va aller creuser pour pouvoir la présenter, l'étape de validation, à des vrais utilisateurs finaux. Et donc, pour pouvoir la présenter, on la prototype. Donc, c'est hyper concret. À la fin des 5 jours, l'équipe a prototypé une hypothèse de solution et elle l'a enrichie de ces feedbacks utilisateurs. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment concret. Donc, pardon pour défiler les slides. Hop, je reviens. Voilà. Ici. Alors, évidemment, attention, ce n'est jamais une baguette magique. Hein. Parfois, il y a des problématiques complexes qui restent complexes. Il n'y aura pas une solution. Il y en aura peut-être plusieurs. Et de toute façon, encore une fois, c'est bien une démarche itérative. Donc, on va, avec ces feedbacks, on va revenir, on va corriger, on va améliorer, on va repartir ensuite faire des tests, etc., etc. Bien sûr, si la problématique n'est pas complexe, ça ne sert à rien de mobiliser 5 jours avec une équipe motivée et de bons. Évidemment, si la problématique est trop complexe, bonjour, je voudrais... comment réussir à apprendre à piloter des avions à des enfants de 3 ans hein. Ben non, ça ne marche pas. Voilà. Et évidemment, la chaîne de décision n'est pas adaptée. Donc ça, c'est le travail préparatoire, évidemment, qui valide tout ça. Voilà. Donc tout ça, je viens de vous le raconter, donc c'est bien parce que je ne perds pas de temps. Donc c'est très simple. En fait, il vous faut une salle, 7 personnes, quelques post-it, quelques feuilles A4, des feutres noirs, et puis voilà, c'est tout. Donc vous pouvez faire ça dans un jardin si vous avez envie, vous rajoutez des panneaux verticaux, parce qu'il vous faut juste des murs, mais c'est tout. C'est tout. Pas besoin d'ordinateur à part pour le proto, et encore on peut même s'en passer si on veut. Pas besoin d'éléments techniques, pas besoin d'amener un camion de Lego. C'est simple, voilà, c'est simple. Alors, un petit calendrier des humeurs. Vous allez comprendre pourquoi. Première étape, je vous ai dit que c'était l'étape de compréhension. L'étape de compréhension, qu'est-ce qu'on fait ? Ben là, pour le coup, si je reprends l'image des Lego, même si ce n'est qu'une image, hein, on ne joue pas avec des Lego, en fait, cette étape-là, c'est exactement comme si le matin, chacun arrive avec sa figurine construite, hein, son bateau, son chien en Lego, etc. Puis au fur et à mesure de la journée, eh ben, on dépiote tout. Tout. On remet à plat toutes les fausses croyances, on remet à plat même dans, quelle que soit l'entreprise, start-up, grand groupe, beaucoup d'expérience, pas beaucoup d'expérience, il y a toujours des dysfonctionnements dans le vocabulaire, qui finalement n'est pas si commun que ça, même dans la même équipe. Il y a tous les biais, évidemment, cognitifs, divers et variés, des interprétations diverses et variées, des succès ou des échecs. Enfin, donc on déconstruit tout. Et du coup, bah, évidemment, à la fin de la journée, chacun repart complètement perplexe. C'est une espèce de, hein, si je reprends l'image toujours, de tas de morceaux de Lego informes. Et là, ils se disent, bah, va falloir qu'on construise à partir de ça. Mais quoi ? Voilà. Et donc, vraiment, le lundi soir, c'est très déstabilisant. En revanche, le mardi matin, comme on arrive pour l'étape d'idéation, ben là, on repart sur de la construction. Donc, finalement, c'est hyper motivant. Cette étape-là, l'étape d'idéation, donc qui ne fait qu'une journée, comme n'importe quel temps d'idéation, il y a toujours 3 parties. Première partie, on va aller s'inspirer ailleurs. Deuxième partie, on va faire des exercices purs de créativité. Et là, partage d'expérience encore, je vous assure que ceux qui ne se sentent pas du tout créatifs deviennent hyper créatifs. Et à l'inverse, ceux qui se disent « moi je suis créatif ben, », finalement, pas tant que ça, mais ils apportent d'autres choses. Et le troisième temps, eh bien justement, on va commencer à esquisser une solution. Mais c'est toujours un travail individuel à cette étape-là. Et le mercredi matin, ben là, il faut choisir parmi ces esquisses de solutions. Donc, si vous avez une équipe de 7, eh ben, vous aurez minimum 7 esquisses de solutions, parce que parfois, on insiste un peu quand on voit que l'équipe est vraiment motivée, puis on double l'exercice. Donc, on a 14 esquisses de solutions. Et il va falloir choisir quelle est l'esquisse qui mérite d'être creusée. Et donc, là, on la construit. On la construit comment ? Comme le design thinking, le design sprint, ce sont forcément des méthodes centrées utilisateurs, ça nécessite de faire preuve d'énorme empathie et donc de se mettre à la place de l'utilisateur final. Et donc l'exercice qu'on avait fait dans l'étape de compréhension de je me mets à la place de mon utilisateur pour voir quel est vraiment son problème, eh bien là on va faire l'exercice
le pendant, le miroir, avec votre esquisse de solution. Et vous allez recréer son parcours en vous imaginant avec l'hypothèse de solution. Donc vous créez un storyboard qui est vraiment le parcours projeté de l'esquisse de solution. Et le jeudi, eh bien donc, il va falloir concrétiser, donc prototyper. On peut tout prototyper dans un design sprint version une journée. Tout. Le but du jeu, c'est justement de ne pas faire la super app ou la super interface, ou si vous créez un lieu, vous n'allez pas construire le lieu, bien sûr, parce que c'est une perte de temps dans cette mentalité-là. Nous, ce qu'on veut tester, c'est la proposition de valeur. Ce n'est pas la hauteur du mur ou le bouton rouge de validation, ce n'est pas ça qu'on teste. On teste la proposition de valeur de l'esquisse de solution. Est-ce qu'elle peut embarquer les utilisateurs finaux et est-ce que ça va vraiment résoudre leurs problématiques complexes? Et donc, on prototype en une journée. On parle de Frankenstein style pour les protos, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, on n'est pas obligé de faire du moche pour le plaisir, hein, évidemment, on est d'accord. Hein, mais on essaie de prototyper en une journée. Une journée de 24 heures. Nous, on triche un peu. Hein. Les Américains, c'est vraiment des journées. Nous, parfois, on fait des journées nuit, mais bon, voilà, 24 heures, pas plus. Et donc là, ils sont très fatigués, très stressés. C'est très, très speed comme journée. Hein, mais le soir, ils sont très fatigués, mais heureux d'avoir déjà concrétisé. On n'en est qu'à 4 jours, là. Sur une problématique complexe, le 4e jour, le soir, on a déjà un proto. Et là, le vendredi, eh bien, c'est la rencontre avec l'utilisateur final. Et dans un design sprint, c'est pareil, c'est normé. Il n'y a pas... Donc, une équipe, c'est 7. Et bien là, c'est 5 utilisateurs. Ça doit être Pareto. Avec 5 utilisateurs réels que vous interviewez et que vous faites... à qui vous montrez votre proto et que vous faites utiliser votre proto. 5 tests, vous avez 80% des feedbacks dont vous aviez besoin. Si vous voulez les 100%, les 20% manquants, en fait, là, il faudrait passer sur des tests beaucoup plus poussés, des tests quanti, bien sûr. Enfin, et en fait, il vous faudrait des centaines et des centaines de questionnaires, d'interviews, de focus group, de tout ce que vous voulez. Juste pour les 20% manquants. Donc, déjà, avec 5 de qualité qu'on interviewe, on a 80% des feedbacks. Et du coup, l'après-midi, évidemment, avec ces feedbacks-là, ces retours-là, on va voir ce qu'on modifie dans le storyboard et dans le proto. Si on a un 60% ou 90% de go, c'est la bonne hypothèse solution. Parfois, il y a un no-go, ce n'est pas la bonne hypothèse. Je n'ai jamais vu une équipe repartir désespérée en se disant « Ah, on n'a pas choisi la bonne hypothèse solution ». Mais non. En fait, ils se sont tellement appropriés la problématique complexe de l'utilisateur et ils ont esquissé tellement de solutions que du coup, ils sont hyper motivés, toujours aussi engagés, en se disant ce n'est pas la bonne hypothèse, et on en prendra une autre. Et on repart de façon itérative, storyboard, proto et test. Et on travaille comme ça. Et à chaque fois, ça marche. Alors, tout ça, je vous l'ai raconté, donc pas besoin. Ça, c'est la tête des Googlers, hein, les designers de Google, Jack et John, qui ont écrit justement le livre Sprint. Et donc, ce sont les auteurs de la méthode. Et ce qui est très rare, alors, John n'est pas si petit que ça, c'est Jack qui est un géant. Hein, il fait largement plus de 2 mètres. Donc, voilà, mais ils sont très, très efficaces aussi. Non, tout ça, je vous l'ai raconté, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Alors, vous voyez, on esquisse, on écrit sur des post-it, etc. Bon. On fait beaucoup d'esquisses. Tout ça, je vous l'ai raconté. Ça, c'est parfait. Je voulais arriver... Hop. Alors, je voulais juste finir sur les tests et après, je vous donne mon cas. Les interviews, comment ça se passe ? Là, de temps en temps, j'ai des équipes qui me disent « Non, mais alors, les 3 premiers jours, ils sont là, les 3 premières étapes. Le proto, vous le faites. Et puis, les tests, vous les faites et puis vous nous débriefez après. » Eh bien non, pas d'accord. Pas d'accord. Alors, pas d'accord pour faire le proto, parce que, évidemment, votre client, votre donneur d'ordre, s'attend, s'il externalise le proto, il ne s'attend pas du tout à un Frankenstein style, hein, on est d'accord. Donc, on gaspille son argent, mon temps. Donc, moi, je ne fais pas le proto. Deuxième point, les tests. Il est ultra nécessaire que les tests, que l'équipe, participe, soit témoin des tests. Encore une fois, je vous disais que c'est une méthode extrêmement rythmée qui permet d'éliminer un maximum de biais. On a tous des biais cognitifs divers et variés. Avec ça, vous en éliminez. On n'a jamais un risque zéro, hein, évidemment, mais vous en éliminez beaucoup. Parce qu'effectivement, vous avez une personne de l'équipe qui interviewe
Et le reste de l'équipe qui est dans une autre salle, on retransmet en direct, on n'enregistre pas, on retransmet tout simplement. Et là, c'est eux qui prennent des notes. C'est-à-dire que celui qui interviewe, ce n'est pas un professionnel, mais il est quand même bien briefé par le Sprint Master, et il va observer, il va discuter. Et du coup, il va dire, mais là, je vous ai vu froncer les sourcils quand j'ai raconté ça. Il y a quelque chose qui n'était pas clair, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ou alors, vous ne confirmez pas ce postulat-là sur lequel on est parti, etc., etc. Mais tout ça, si vous prenez des notes, ça ne marche pas. En revanche, les autres, et il n'y en a pas qu'un qui prend des notes, parce que sinon, évidemment, il y a des biais d'interprétation, des biais de confirmation, enfin, j'en passe. Tous les autres prennent des notes sur tout ce qu'ils entendent, ressentent, comprennent de l'expression de l'interviewé, et donc x5. Et après, on met en commun. On met en commun comme ça, tout simplement. Et de cette mise en commun, eh bien, on prend les fameuses décisions de l'itération. Est-ce que déjà, sur la méthode, c'est clair pour vous? Parfait. Alors, là où ça questionne un peu, c'est que très souvent, dans nos organisations, je vous disais tout à l'heure en introduction, on a, alors soit les journées d'idéation, soit vous avez quelqu'un qui dit, alors, j'ai besoin pour lancer tel projet d'une équipe. On ne revient jamais à l'étape problématique, l'étape 1 de compréhension de la problématique. En règle générale, on est déjà embarqué sur une solution. Sauf que nous, dans ma boîte, soit on forme à la méthode, soit on utilise la méthode pour faire émerger des projets innovants. Et quand on forme à la méthode, on ne part jamais d'une problématique de l'entreprise. Parce que sinon, les participants, les formés, les apprenants, ne vont pas du tout se concentrer sur la méthode, mais plutôt sur le cas, donc ce qui est un peu dommage. Mais en revanche, on leur fait quand même vivre le design sprint en entier. Donc, on prend une vraie fausse problématique. Une vraie, parce que c'est une vraie problématique sociétale, et une fausse, parce que ce n'est pas leur problématique à eux, et on ne leur demande pas de changer le monde non plus. Voilà, il n'y a pas d'enjeu si finalement, ils n'arrivent pas à la solution. Et donc, on n'a pas 12 000 propositions de problématiques vraies-fausses à proposer, donc en général, on en a 3-4, et il y en a une qui plaît particulièrement aux apprenants qui choisissent. Voilà. Et aujourd'hui, je peux affirmer que sur une vraie problématique sociétale, j'ai eu 100 problématiques complexes reformulées différentes, et que pour 100 problématiques différentes reformulées, on pourrait avoir 1000 hypothèses de solutions qui pourraient être confirmées. Hypothèses de solutions différentes. Et là, ça met quand même en lumière le fait que dans nos organisations dites classiques, quand un projet tombe à l'eau ou quand un produit est lancé et qu'il ne trouve pas son marché, qu'est-ce qu'on fait? On change de projet ou de produit. On ne revient pas à la problématique pour trouver une autre réponse à apporter. On répond à autre chose. Et ça, c'est dramatique. Et c'est pareil pour les startups, d'ailleurs, qui en règle générale disent oh, ma boîte égale mon produit, j'ai pas réussi. Ben, c'est le produit. Il y a peut-être d'autres problématiques. Voilà. Et donc, l'exemple que je donne, en général, la problématique que je propose et qui est plébiscitée, c'est celle-là, tout bête. Comment améliorer l'accès aux médicaments quand on est malade en France? Le classique, hein, je ne parle pas des choses lourdes, des choses graves, mais alors vous avez par exemple un papa qui réveille son enfant de 18 mois, qui a une gastro pendant la nuit, qui pleure beaucoup, il appelle le médecin, il a l'ordonnance, et puis le bébé continue d'être malade, et puis il va faire la queue à la pharmacie, alors là il contamine mamie qui est partie taper la discute avec le pharmacien le matin. Donc mamie est ravie d'avoir la gastro du petit de 18 mois. Et puis finalement, il n'y avait pas tous les médicaments. Donc il doit revenir quand même l'après-midi chercher le reste des médicaments, etc. C'est ça, hein, le parcours classique qui n'est pas si fluide que ça, hein, pour aller chercher ces médicaments. Je pense que tous les parents peuvent confirmer ce que je dis. Voilà. Puis après, on joue sur les cartes vitales, cartes mutuelles, tout ça, tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est plébiscité, évidemment. Et sauf que là, je vous donne juste des exemples, mais alors il y en a eu plein. Là, vous voyez que sur cette problématique-là, les reformulations à la fin de l'étape 1 qui ont été faites, c'est comment apporter une éducation médicale. Parce qu'effectivement, en décortiquant cette problématique sur l'étape 1, eh bien, un des constats portés par l'équipe, c'est en fait, il n'y a pas de culture médicale. C'est-à-dire que vous repartez de chez le médecin, chez le médecin, pardon, sans parler de gastro pour le petit, hein, ben, vous ne savez pas forcément trop ce que vous avez déjà. Si c'est un nom d'une maladie pas très courante, ben, vous repartez, vous avez quoi? Ben, je ne sais plus. Personne, le médecin ne nous donne pas un papier avec le nom de votre maladie. Et puis après, sur l'ordonnance, vous ne savez pas ce qui est de l'ordre du soin,
ou juste du confort de douleur, par exemple. Vous ne savez pas le coût des médicaments, donc vous ne pouvez pas choisir, puis vous ne savez pas ce que vous avez dans votre pharmacie en stock parce que c'est un générique, donc ce n'est pas le même. Non, enfin, en fait, on n'y connaît pas grand-chose. Et donc, on n'est pas vraiment responsable et autonome en tant que patient. Donc, il y avait vraiment cette nécessité d'éducation médicale. Et puis après, comment simplifier la délivrance des médicaments en réduisant à une interaction patient-pharmacien. Et vous imaginez bien qu'avec ça, vous avez plein d'hypothèses de solutions possibles. Autre exemple, comment limiter les dépenses en médicaments? C'est une autre reformulation, c'est un autre angle que l'équipe a choisi par rapport à la problématique initiale. Comment réinventer l'expérience client pour faciliter l'accès aux médicaments en offrant un service simple, rapide, personnalisé. Et dans les livrables différents, ben là, vous allez voir, hop, on a tout eu. On a eu des exemples, alors ça c'est un storyboard qui avait été fait, on a eu des exemples de création d'une borne à la pharmacie, avec une box pour la livraison, qui est à l'extérieur de la pharmacie. Comme ça, bah, si on vient, on dépose, on repart, et on ne revient qu'une fois dans la box, quels que soient les horaires. On a eu comme hypothèse de solution une app avec dématérialisation de l'ordonnance, explication, parce que c'est lié au Vidal, ENCO, de c'est quoi ce médicament, à quoi il sert, combien il coûte, j'en passe les meilleurs, est-ce que je l'ai en stock, je coche, je décoche, j'envoie la commande au pharmacien et je ne me déplace que quand le pharmacien me dit que c'est bon, lui il est dispo et la commande aussi. Comme ça, il peut vous apporter le conseil si nécessaire et vous donner directement votre petit sac de médicaments. On a eu aussi, en livrable le médecin, entre guillemets, augmenté d'un petit peu de pharmacien. C'est-à-dire que sur les grands courants classiques de « ah ben là, en ce moment, c'est l'épidémie de gastro dans le quartier », ou alors « ah ben là, c'est l'épidémie de grippe », ou là, c'est en ce moment, il y a plein d'otites ou de je ne sais quoi », ils le savent. Et ben donc, travail sur les datas, remonter et du coup, stock directement chez le médecin de ces médicaments courants. On a eu l'inverse, en fait. On a eu comment on fait rentrer le médecin dans la pharmacie, avec des box, de la visio, comme ça le pharmacien est là pour discuter si nécessaire à trois. On a eu plein de choses. Donc vous voyez que sur une problématique qui est partagée par beaucoup, on a beaucoup de reformulations complètement différentes et tout dépend de la richesse de l'équipe, justement. C'est bien lié uniquement à ceux qui constituent l'équipe. Parce qu'à chaque fois, on a, nous, la même méthode. Et là, je ne vous donne que des exemples quand c'est moi qui ai formé. Donc, même Sprint Master, même problématique au départ, mais problématique reformulée différente et livrable à chaque fois différent. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, le Design Sprint, on choisit la bonne équipe, motivée, compétente, qui va travailler sur une problématique complexe, quelle qu'elle soit, et nous avons tout le temps des problématiques complexes dans nos entreprises, quelles qu'elles soient. On prototype tout ce qu'on veut. Je n'ai pas réussi à avoir les 5 minutes. Hein, tu vois, tu ne m'as pas fait signe. On prototype tout ce qu'on veut. Et au final, il n'y a que l'utilisateur final qui peut valider si c'est une bonne ou une mauvaise solution. Personne d'autre. Et quand vous revenez en interne et que vous présentez à vos sponsors ou aux autres équipes le fruit de ce travail-là, personne ne peut vous dire c'est une mauvaise idée. Et là, vous avez complètement engagé et embarqué toute la boîte avec votre nouvelle solution. Oui. Le décideur est garant que les décisions prises par l'équipe correspondent au périmètre. Du coup, évidemment, si à un moment, et ça arrive, il y a, on va dire, 2 types de solutions, on n'arrive pas à trouver réellement l'accord ou le consensus plein. Le décideur peut très bien, lui, dire, par rapport à ce qui est attendu, par rapport aux enjeux de l'entreprise, au budget, etc., parce qu'il y a quand même toujours des différences, moi, j'opte pour celui-là. Ça, il peut. Il peut faire un appel à un ami aussi, il peut appeler Big Chef aussi, il fait ce qu'il veut. Lui, il est garant. Et parfois, effectivement, on parle de super vote, il peut effectivement trancher et choisir l'un ou l'autre, mais c'est toujours par rapport aux enjeux, au périmètre défini. Merci à vous.